Bienvenue dans ce 11e podcast de la série Vulgari Digital. Avec nous aujourd'hui, un ami d'enfance, et quoi de mieux qu'un ami d'enfance pour ouvrir le bal. Avec nous aujourd'hui, Ismaël Addo pour nous parler de sa passion pour le Big Data. Ismaël Addo, est-ce que vous avez un mot pour vous présenter? Oui, du coup, je suis Ismaël Addo et toi, tu es mon ami d'enfance. On a passé le primaire à l'école Badr, tout le primaire. Tu es parmi les rares personnes avec lesquelles j'ai passé tout le primaire, vraiment de la grande maternelle, c'est ça? Oui, en fait c'était le CP, mais ça me fait plaisir de te revoir, hein. Et surtout Ouais, afin de parler d'un sujet intéressant et qui pourrait intéresser notre public, qui est réduit, ouais, mais qui, je pense, avec le temps, ne cessera de s'élargir. ah oui. Et du Tu- coup, c'est un honneur pour moi pour être dans ton premier épisode. Mais je t'informe que c'est le premier podcast que je fais également. Donc, c'est une première partout. Premier intervenant, 11e podcast, et ça me fait Voilà, plaisir. Donc, on est-ce que teste tu un peux nous peu. par- Oui? Est-ce que tu peux Oui. nous parler un petit peu de ton parcours professionnel, juste pour te situer un peu par rapport au sujet? D'accord, ok. Donc, tu as bien dit au premier Big Data. Bon, Big Data, c'est le mot, le buzzword très utilisé pour ce que je fais, mais ça commence à être un mot, entre guillemets, un mot dépassé, parce que au début, en fait, c'était la technologie Big Data, entre guillemets, qui drivait en fait les métiers qui vont sortir après. Et du coup, Big Data, en fait, c'est comme son nom l'indique, ben, Big Data, c'est comme on dit, grosse donnée. Mais en vrai, derrière le mot, en fait, il y a plusieurs concepts. Il y a pas uniquement les grosses données, mais il y a bon, la grosse la volumétrie et la vélocité, c'est-à-dire la rapidité qu'on a acquis avec les technologies récentes. Et récentes, par récentes, je dis les 10 dernières années, parce que c'est pas très récent comme ça. Et du coup, la capacité qu'on a maintenant pour traiter des grosses volumétries de données. Et ça ne veut pas dire qu'avant, nous n'avions pas une grosse volumétrie de données, mais le truc qui a vraiment fait en sorte que les données soient encore plus grosses en volume, c'est que la donnée est maintenant moins chère à stocker. Parce qu'avant, les disques durs, moi je me rappelle, le premier disque dur qu'on avait, c'était un disque dur de 8 gigas, j'étais très content. Et maintenant, 8 gigas, franchement, c'est rien du tout. Du coup, maintenant, la donnée, c'est pas cher du tout. Du coup, on se permet de stocker vraiment beaucoup de données. On a beaucoup de termes qui sont sortis avec Big Data. On a Data Lake, donc un lac de données, Data Swap, vraiment, ça a plein de nouvelles définitions. Et du Data coup, plein engineer, en de, l'occurrence, voilà, et qui du est ton coup, plein métier. de nouveaux métiers. Voilà. Du coup, le Oui. premier métier qui est sorti, c'est le métier Data Scientist, qui a aussi fait de buzz en 2012, je pense. Et c'était en fait un scientifique de la donnée, comme on dit ici. Et c'était en fait le Magic Man qui a à la fois des connaissances en mathématiques très fortes, en statistiques, à la fois des compétences phénoménales en ce qui concerne l'informatique, l'informatique, tout ce qui est voilà, pour coder avec les bonnes pratiques, et des connaissances métiers. Alors, où est-ce que tu peux chercher ce genre de personnes? Ben, tu le cherches à San Francisco, à la Silicon Valley. Voilà. Donc, et le mouvement, en fait, les gens ont suivi le mouvement, ils ont commencé à chercher des data scientists partout. Moi, j'étais étudiant, j'avais les étoiles aux yeux quand j'entendais ça. Franchement, tu sais très bien que en sortant d'école, tu vas pas être data scientist, et c'est en forgeant que tu deviens forgeron. Oui. Bon, moi, je suis pas data scientist, je suis data engineer. Alors, comment le mot data engineer est sorti? C'est en fait, Est-ce qu'il y a une nuance déjà? Ou est-ce que bah c'est oui, la en même fait, chose? parce que il n'y a pas de magie, il y a pas des hommes à tout faire. S'il y a des gens qui peuvent maîtriser tout ça, bah ils sont rares et du coup, la demande est encore plus grosse. Donc, on a su que si on trouve des vrais data scientists, bah, c'est très très difficile et ça coûte pas, ça coûte une blinde pour une boîte pour avoir Si, beaucoup de data. Donc, on a commencé à chercher en fait des profils
qui vont en fait se partager les tâches et avoir des gens qui sont vraiment spécialisés dans la qualité de développement et qui ont des connaissances en data science pour qu'ils font en fait le jalon, disons, ou bien le tampon entre le scientifique de la donnée, qui était avant un statisticien, parce que, voilà, sans trop entrer dans les détails, et vraiment la mise en production. En fait, pour mettre en production des programmes informatiques, parce qu'au final, un modèle de machine learning, au final, il va rentrer dans une infrastructure où il faut avoir les bonnes pratiques de l'informatique, mais il faut une personne au milieu qui connaît les deux. Et du coup, je reviens à ce que j'ai fait. Donc, ma formation, en fait, c'était à la base une formation informatique, et puis j'ai complété par une formation master pour, euh, pour avoir, en fait, ce profil, disons, data scientist, parce que c'était une formation data science. Et bien évidemment, j'ai pas fait la data science parce que j'ai un background qui est vraiment très technique. Et du coup, j'ai pu faire ce qu'on appelle aujourd'hui par data engineer. Et pour information, data engineer aujourd'hui, c'est encore en train de prendre d'autres directions et d'autres sens. Parce qu'au final, il n'y a pas vraiment un data engineer qui fait ce qu'on demandait au début. Et finalement, data engineer, c'est aussi maintenant devenu un buzzword. Parce que aujourd'hui, data engineer, il fait l'infrastructure, créer l'infrastructure sur le cloud ou bien en premise, etc. Il va mettre en prod des modèles de machine learning qui sont écrits par le data scientist et il doit faire en sorte qu'il met en place des pratiques de développement qui sont vraiment agiles et qui permettent de facilement mettre en prod. Et du coup, on parle maintenant de 3 métiers. On parle de l'infra, on parle quelqu'un qui comprend data scientist, mais je ne vais pas le nommer data scientist, on parle de DevOps, tu vois. Donc, et ça commence à prendre le sens maintenant de data ops, par exemple. Bref, je rentre un peu dans les détails, mais je te laisse du coup poser des questions. En fait, je voulais que tu développes, tu as parlé d'infrastructure cloud, c'est aussi un mot à la mode et qui est souvent associé au data engineering et au big data. Et qu'est-ce que c'est en fait? Bah, le cloud, c'est pas vraiment de la magie non plus, c'est juste les ordinateurs des autres. C'est juste que si par exemple, si tu es déjà parti à la défense et tu vois les tours de Société Générale, ben, je pense, j'ai pas c'est juste, j'estime que si ils mettent tout sur le cloud, ben, on verra 2 immeubles qui vont disparaître, ils vont tout mettre parce que les grosses boîtes, ils ont opté au début pour les data centers. Et ce sont des grosses, genre des grands espaces où on met vraiment des milliers d'ordinateurs qui sont dans des salles climatisées avec quelques règles. Et pourquoi on ne mettait pas ça genre dans le cloud, c'est parce que principalement il y avait des problèmes de confiance. Parce que au début le cloud c'était principalement dans les États-Unis, donc tu es une banque française par exemple ou bien voilà, il y a des données sensibles et tu vas les mettre sur un autre continent et tu sais, c'est jamais stable, même si on pense que le monde est stable, mais s'il y a une guerre, un truc comme ça, ben, la première chose, tu vas avoir peur que tes données soient commercialisées, bien qu'elles soient prises par les autres États. Donc, c'est un problème de confiance parce que, voilà, j'ai expliqué pourquoi. Et voilà. Donc, un autre truc, c'est que le cloud, il est pas cher, même si on peut voir que les prix peuvent être un peu des prix, des factures salées, mais si on compte la main d'œuvre qui va maintenir les data centers et tout ça, ben au final on revient à un coût où le cloud est moins cher qu'avoir un data center. Voilà, donc le cloud finalement c'est des ordinateurs qu'on utilise, qui sont à nous, mais qu'on loue à l'usage. Genre si tu utilises 1 minute, ben, tu vas payer 1 minute d'usage. Si tu utilises une journée, bah, tu vas utiliser une journée. Et du coup, c'est des concepts qui sont un peu plus complexes que ça, mais j'ai essayé de résumer un peu. Là, il y a une question qui me vient à l'esprit au-delà du coût, parce que tu as pas parlé de la partie risque, tu as bien développé, Mhm. parlé de l'avantage, notamment le coût. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Ben oui, il y a beaucoup d'avantages parce que le premier avantage, c'est l'élasticité.
Parce que quand tu as un data center, je vais aller faire un exemple avec 100 ordinateurs. Tu vas acheter 100 ordinateurs. Pourquoi tu vas acheter 100 ordinateurs? Parce que tu vas dire que je vais maximum utiliser 100 ordinateurs. Je vais avoir le besoin de 100 ordinateurs maximum. Et généralement, tu ne vas pas les utiliser tous. Tu as toujours des ordinateurs de réserve, donc tu les as, ils occupent un espace, tu les payes, tu les maintiens, mais gratuitement, sans vraiment qu'ils servent. Et du coup, le principe d'élasticité de cloud, c'est vraiment le pilier qui fait que le cloud est une solution qui est super moins chère. C'est parce que tu vas payer à l'usage. Donc, pardon. Le cloud, c'est par exemple chez Google ou bien chez Amazon. Ils ont des milliers d'ordinateurs et du coup, le jour où tu vas vouloir utiliser son ordinateur, tu vas les payer quand tu vas les utiliser. C'est ce qui fait la force économique de choisir un cloud par rapport à faire un data center. Et un autre argument, pardon, je t'ai coupé, oui. C'est que, par exemple, moi, si jamais un jour je fais une startup, ben bien sûr, je vais faire ça sur un cloud. Parce que il y a même la possibilité de ne rien payer. Tu peux avoir un truc où tu ne payes rien parce que si tu fais par exemple un site, s'il y a zéro trafic, bah, tu payes 0 € parce que tu n'as fait actionner aucun ordinateur. Ah, c'est intéressant, je ne le savais pas sincèrement. Ouais. Après, par exemple, désolé, je complète. Google, parce que je travaille avec, bah, c'est assez facile pour faire ça. Et tu as des paliers. Si tu dépasses pas, par exemple, un quota d'usage, bah, ça reste gratuit. Ah, ça, c'est intéressant. Je ne le savais pas et vraiment intéressant. J'ai une question. Il y a cette liaison entre la notion de big data et de cloud. Du coup, il y a des domaines d'application de ce qu'on appelle le big data dans les différentes infrastructures. On parle aussi de SaaS, de PaaS, de de ZAS. Et du coup, c'est quoi la différence déjà entre ces trois types d'infrastructures? Déjà, est-ce que c'est des infrastructures? Parce que je ne connais pas très bien. Et après, quels sont les domaines d'application du big data? C'est quoi la relation en fait? Est-ce qu'il y a une relation? C'est une très bonne question. Et vraiment, c'est vraiment la suite. Ouais, du coup, j'ai commencé ma phrase avec le cloud, c'est les ordinateurs des autres. Oui. Et du coup, l'usage le plus simple à expliquer, c'est le IaaS, Infrastructure as a Service. En fait, simplement, tu veux pas avoir ton data center que tu vas maintenir, que tu vas payer, qui est très cher, mais tu veux avoir des ordinateurs chez Amazon, par exemple, mais chez Microsoft, je ne sais pas. Donc, tu vas payer vraiment les ordinateurs qui vont être allumés. Et du coup, tu vas, par exemple, trouver des services où il y a des machines virtuelles, on appelle ça comme ça, c'est les ordinateurs, où tu vas vraiment, au clic-bouton, bien avec des commandes, des scripts, tu vas allumer les ordinateurs et ça, tu vas payer pendant qu'ils sont allumés. Bien sûr, généralement, ils restent allumés tout le temps. Mais lorsque tu vas vouloir ajouter un nouveau ordinateur, une virtuelle machine, bah, tu vas, juste avec un clic, tu vas ajouter un nouveau et tu vas vraiment faire ça en instantané. Donc, tu vas attendre une minute pour que ça s'allume parce qu'il y a vraiment soit Linux, soit Windows derrière. C'est concret, quoi. Ça, c'est infrastructure as a service. Franchement, quand tu utilises infrastructure as a service, bah, tu vas directement utiliser un matériel qui est quelque part. Après, il y a un autre niveau d'abstraction qu'on appelle plateforme as a service. Et la plateforme as a service, c'est un peu, disons, tu as l'infrastructure, mais on appelle ça un service managé. C'est managé par le provider qui est par exemple AWS ou Google ou Microsoft, qui va en fait faire une couche d'abstraction qui va gérer d'autres aspects d'élasticité. Et j'ai un super exemple avec ça. Tu connais Snapchat? Oui, bien sûr. Alors Snapchat, ça a commencé avec une start-up avec 5 ingénieurs. C'est des data ingénieurs du coup. Ils ont fait leur application sur un service qui s'appelle App Engine. Et l'idée derrière, c'est que en fait, tu as ton site, bien ton application,
Et le back-end de ton application, il va utiliser un nombre de nœuds. Donc, nœuds, virtual machine, ordinateur, c'est la même chose. Il va utiliser un nombre de nœuds. Et du coup, l'idée de App Engine, c'est que s'il y a zéro trafic, il y a zéro nœud qui sont activés, tu payes zéro. Et du coup, ils ont fait quelque chose où, selon le trafic, on peut avoir 100 nœuds, 1000 nœuds, 1 million de nœuds, on s'en fout. Dès que une personne te ramène tant d'euros, il faut juste bien calibrer son business plan pour être sûr qu'on va toujours avoir du bénéfice. Et du coup, ça, c'est du platform as a service. C'est-à-dire que tu manipules quelque chose qui a besoin de la technicité, tu modules comme tu veux, mais il y a l'aspect qui est managé, c'est, on appelle ça techniquement l'autoscalabilité. Scalability, c'est-à-dire C'est-à-dire, mise à l'échelle. Scale, c'est échelle, donc scalability, c'est mise à l'échelle. Donc, selon le trafic, lui, automatiquement, il va savoir est-ce qu'il faut ajouter le nœud, rediriger le trafic vers ce nœud, et comme ça, on va jamais avoir de la latence. Et du coup, le premier jour où j'ai vu ça, l'exemple qui a été dit, c'est un exemple qui est super. C'est par exemple, il y a une église, il y a un site, et genre, tu vois, la messe de Noël. Ils vont avoir du trafic juste la veille de Noël pour savoir à quelle heure il y a la messe. Est-ce qu'ils vont acheter 10 ordinateurs pour ça, alors que tout le trafic qu'ils ont toute l'année, c'est la veille de la messe? Non. Mais s'ils font un truc sur App Engine, par exemple, qui est une plateforme as a service, ben, ils n'ont rien. Le jour où il y a beaucoup de trafic, ben, il y a des ordinateurs qui vont popper, pop, ça va servir. Et quand les gens vont partir et il y a moins de trafic, ben, ils vont s'éteindre et tu ne payes plus rien encore. Voilà. est-ce que tu Et peux... un troisième niveau, Oui, je vais essayer oui, d'être. Le troisième niveau, c'est, exhaustif. et ça, tout le monde le connaît, c'est Software as a Service. Et du coup, Software as a Service, si tu utilises Google Drive, c'est totalement managé. Donc, Google Drive, c'est du cloud. Mais c'est du cloud qui est destiné pour tout le monde. D'accord. Et du coup, là, on est parti sur quelque chose de technique. Pour les néophytes ou pour les gens qui ne connaissent pas vraiment le sujet comme moi, euh, est-ce qu'il y a des domaines spécifiques d'application? Parce que là, tu as donné des exemples, mais des domaines qui sont particulièrement intéressés par ce genre de plateforme, par ce genre d'infrastructure, par le big data en général. Alors, parce que juste pour ne pas oublier, on a juste fait une petite dérivée sur le cloud. Le cloud, c'est quelque chose qui est utilisé autant que par les gens qui font la data scientist, data engineer, ce que tu veux, que les gens qui font le pur développement. Par exemple, le développement de site, développement carrément de système d'information d'une société, etc. Donc, juste pour ne pas faire la confusion. Donc là, on revient sur le sujet de la data. Du coup, le domaine d'application de la data, c'est vraiment tout ce que tu veux. Et ça peut aller de la finance, du marketing, au sport, aux statistiques, à la biologie. La biologie, par exemple, ils font des traitements de big data pour les calculs de génome. Bah, peut-être je me trompe de la terminologie, mais c'est utilisé en biologie, c'est utilisé en domaine médical, au domaine genre de la vision, genre, c'est-à-dire détection d'images, par exemple les voitures autonomes, bah, ils se basent sur les capteurs, mais aussi sur la vision. Du coup, ils peuvent lire en fait que c'est un feu rouge, il va s'arrêter, etc. Bref, franchement, ça peut être utilisé partout. Et genre, chaque chose où tu peux utiliser ton cerveau, bah, on peut voir de la data qui peut être utilisée aussi. Et là, il y a la polémique. Est-ce que ça remplace l'être humain? Moi, je pense que non. Mais voilà, c'est un autre sujet. En tout cas, c'est pas pour aujourd'hui. Si Voilà. jamais ça remplace, c'est pas pour aujourd'hui ni pour demain. Peut-être dans un futur lointain. Il y a Ouais. aussi la notion de business intelligence, et moi te connaissant, déjà on voit bien la passion avec laquelle tu parles du sujet, et je sais que tu as une grande préférence pour le big data par rapport à la business intelligence. Du coup, qu'est-ce que c'est brièvement la business intelligence pour ceux qui ne connaissent pas, et pourquoi tu as cette préférence pour la...
par rapport à la business intelligence. Je me permets de juste ajuster, genre passer les mots dans leur bonne place. On peut avoir de la business intelligence dans un environnement big data. Parce que big data, c'est plutôt pour moi un environnement. C'est plutôt un environnement où on va plus se baser sur des outils classiques qui vont traiter de la donnée. Qui, auparavant, il n'y avait que la business intelligence. On avait des outils, par exemple, qui aujourd'hui, maintenant, traitent la big data, par exemple, comme Talend, comme Pentao, des outils comme ça, les connaisseurs vont savoir, où tu vas avoir un logiciel, disons, où il a genre, les gens qui ont conçu le logiciel, ils ont développé des inputs où les données vont entrer et tu peux faire des transformations et tu peux charger le résultat des données qui sont traitées dans des places où on peut voir au final des dashboards, Quand des tu dis graphiques. transformation, c'est-à-dire transformation, des méthodologies, des algorithmes, qu'est-ce que tu entends par transformation? Transformation, c'est en fait, tu as des données brutes. Par exemple, je te fais un petit exemple. J'aime bien les exemples pour expliquer. Oui, en Par tout cas, c'est exemple, très instructif pour ceux qui connaissent pas comme moi. ouais, bon, j'essaie quoi. L'exemple, c'est les données, en fait, les notes des examens pour une classe, c'est des données, n'est-ce pas? Donc, les données brutes, c'est chaque personne, qu'est-ce qu'elle a, combien elle a eu en notes et tout ça, et par rapport aux autres matières, par rapport à l'année, etc. Et du coup, la transformation va nous permettre de passer d'un état brut à un état agrégé des données. Parce que, et tu vas le trouver dans l'état brut, dans la base de données, tu vas voir que tu auras beaucoup de lignes. Par exemple, Soufiane, dans mathématiques, il a eu 20. Allez. Jamais. Soufiane, physique, il a eu 19,5. Voilà. Soufiane, français, il a eu 20 aussi. Du coup, Ismaël, maths, il a eu 10. Ben oui. Voilà. Donc, tu vois que les données sont nombreuses, ils sont bruts et il y a vraiment de la donnée. Et après, on peut extraire de l'information à partir des données brutes. Et c'est là où on commence à parler de l'agrégation des données. Et ce passage, ça s'appelle la transformation. Et le résultat serait, Soufiane, il a eu en moyenne 19,98. Non, en tout cas, l'exemple est représentatif et assez simple. Voilà. Du coup, pour faire ça, on a fait des transformations. Oui, c'est beaucoup plus complexe. Bien sûr. Avec un volume beaucoup plus important. Surtout si c'est sur du cloud avec de grands serveurs et des milliers de données. Mais en tout cas, l'exemple, il est instructif. Une dernière. Parce qu'il y a, désolé, j'ai oublié un point qui est très intéressant qui définit la big data, c'est que les sources de données ne sont pas uniformes. Parce que avec ce qu'on avait avant, dans les environnements classiques, les sources de données étaient toujours des données dans des tables, dans les bases de données. Et après, avec la big data, on s'en fiche des données, d'où elles viennent. On peut avoir un texte, bon, on peut avoir une image, on peut extraire de la donnée, et c'est vrai, genre, c'est vraiment, on peut extraire de la donnée d'une image, et on peut avoir des données tabulaires. On peut avoir des API, on peut avoir des bases de données, on peut avoir des fichiers, tout ce que tu veux. Et c'est pour ça que la big data, c'est plus un concept qu'un métier. C'est juste qu'un jour, on a dit, les gars, on a les bons outils, on peut aller plus loin que les bases de données qu'on a. Et c'est là où les gens ont dit, il n'y a plus de BI. Non, en fait, la BI reste toujours. C'est juste qu'elle a changé d'environnement. Elle est passée des outils classiques, dont je t'ai parlé, il y avait des inputs qui sont bien définis, qui sont bien traités, à des outils en plus open qui demandent d'autres compétences. Parce que si vous traitez une image, il faut un data engineer et un data scientist qui vont travailler ensemble pour extraire la donnée qu'un BI va vouloir. Et du coup, on va donner de la donnée qui est agrégée à ce BI, et la personne qui fait le BI, il va continuer à faire les dashboards, il va continuer, mais il va avoir encore plus d'insights, encore plus d'outils, encore plus de richesse. Et un autre aspect, c'est que la BI,
c'est la donnée reste un peu, on l'utilise plus. En fait, tu as la donnée agrégée de la semaine dernière. Tu vas voir et tu vas dire, OK, on a fait moins de ventes, on a fait moins de machin, etc. Et ça s'arrête là. Et tu vas faire des décisions qui vont faire des choses. Mais avec la big data, on a ouvert la porte à ce qu'on appelle l'activation de la donnée. Du coup, la donnée ne reste plus passive comme on l'utilisait avant, mais elle est active parce que on peut, à travers des flux, on peut réutiliser cette donnée pour, par exemple, la réutiliser dans le ciblage pour envoyer des emails, etc. C'est-à-dire, toi, je pense que d'après quand tu es passé sur le site, je pense que tu es plus appétent à acheter tel et tel produit que tel et tel produit. Donc, je peux te dire, en fait, je peux t'envoyer un email et te dire, peut-être, ça t'intéresserait d'acheter ça parce que tu as acheté ça et ça et ça. Par exemple, si tu as acheté, disons, un téléphone, bah, par exemple, disons, un iPhone, je vais te proposer la coque qui va avec l'iPhone. Je ne vais pas te proposer la coque qui va avec l'iPhone 10, mais l'iPhone 12, par exemple. Donc, donc là, on est rentré dans un concept qui s'appelle l'activation de la donnée. Et du coup, en fait, c'est juste, on a cassé les barrières, on fait tout, et pour faire tout, on n'a pas de logiciel qui fait tout, bien sûr. Du coup, on a besoin de compétences. Et du coup, je reviens au métier. C'est pour ça qu'on a besoin de nouveaux métiers qui s'appellent data engineer, data scientist, data ops, machin. C'est pour, en fait, arriver à casser ces barrières et utiliser la donnée au max. La dernière question que j'allais poser, en tout cas, ça fait plaisir. Je pense que tu donnes des réponses assez exhaustives avec de bons exemples. C'est très intéressant. Merci. Le concept de IoT qui est émergent Ah, aussi. oui. Et c'est quoi aussi? On aimerait bien savoir. Et ça se positionne comment dans cet univers-là? Parce que c'est tout un univers, d'après Bah, la description. l'IoT, c'est un domaine genre qui m'attire. C'est vraiment, je pense que c'est l'avenir. Pardon. C'est l'avenir parce que euh, en fait, il n'est pas encore très prononcé aujourd'hui parce que c'est pas encore mature. Mais j'explique d'abord c'est quoi. C'est Internet of Things. Ça veut dire que, et en français, c'est les objets connectés. Ça veut dire que on va plus avoir que des serveurs qui vont centraliser un peu les traitements, centraliser les données et tout ça. Mais on va avoir des émetteurs un peu partout avec des nombres conséquents qui vont nous envoyer des données sur des choses un peu précises, mais partout et en temps réel. Donc, quand on parle IoT, on va beaucoup parler en temps réel. Et on va beaucoup parler aussi, connexion et tout ça, 5G, tout ça, tu vois. Alors, j'ai pas encore dit c'est quoi Internet of Things. Je vais donner un exemple comme toujours. Par exemple, l'un des domaines genre, qui sont très concrets dans l'Internet of Things, c'est la Formula One. La Formula One, c'est, disons, euh, le, l'univers où vraiment on a vraiment pu beaucoup tester l'Internet of Things parce qu'il y a des milliers de capteurs dans chaque véhicule de Formula One. Et chaque capteur, il va envoyer une seule information, je ne sais pas, mais je dirais toutes les 50 millisecondes au serveur. À chaque fois, il va dire voici le niveau de carburant, voici l'autre capteur va dire voici le niveau d'huile, voici le niveau de machin, voici l'aérodynamique, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais le concept c'est que chaque recoin de la voiture, il y a des données qui envoient au serveur. Et du coup, là, on est vraiment dans toute la définition du big data. On a le volume, on a besoin de traiter les données avec vélocité. On a beaucoup de sources de données parce qu'on a plusieurs capteurs. On va se baser aussi sur l'image pour savoir où est-ce que la voiture est. On va peut-être se baser sur la position GPS. Bref, plusieurs informations et aussi des données qui vont avoir des données par rapport à la voiture, des données fixes, etc. Donc, on a tout. On doit avoir ces données brutes. Et là, il y a un nouveau domaine qui s'appelle data mining
Non, qui, on bref, n'ira pas sur ce terrain-là parce que sinon, voilà, on ne voilà. peut pas. Donc l'idée, c'est que tu as beaucoup de choses et l'objectif, c'est d'optimiser. En fait. Après, genre, disclaimer, c'est ma vision des choses. Genre, il y a peu que si quelqu'un nous regarde, il peut dire non, j'ai une autre idée. Bon, c'est ma Je vision pense des qu'on choses, c'est aura l'image l'occasion. que j'ai constituée de ça. Oui. Et du coup, au final, l'objectif ultime de ça, c'est optimiser. Donc, on va dire quel niveau de carburant il faut remplir quand on est dans le stand, pour quelle vitesse, pour quel machin, pour optimiser la microseconde qui va faire la différence. Voilà. C'est Ah, utilisé en foot. On a des capteurs au protège tibia, des joueurs qui vont envoyer les pots, ils vont envoyer la position, ils vont envoyer la vitesse. On va savoir à quel point. Genre, le joueur, il joue par exemple 10 mètres et puis il ralentit de X kilomètres. Bref. Et toutes ces données peuvent être traitées pour, au final, donner des dashboards qui seront très bien, genre, faciles à lire pour quelqu'un qui va prendre une décision. Parce que tout ça, ça va passer par un process. Et tout l'objectif de process, si on veut vraiment le vulgariser, ben, l'objectif de process, c'est avoir une donnée qu'on n'a jamais pu traiter avant parce que soit il y avait beaucoup de données, soit elle était difficile à lire, soit un cerveau humain ne peut pas tout lire pour ça, pour agréger, pour qu'elle puisse rentrer dans notre petit cerveau. C'est pour ça que je dis que ça va jamais remplacer pour l'instant un cerveau, mais c'est pour le service, pour assister en fait à prendre des décisions. en tout cas, j'aurai l'occasion de revenir dans un autre épisode, peut-être avec un autre intervenant, sur le concept de data mining. On finit sur cette note-là. Est-ce que tu as un mot à rajouter pour ce premier épisode? Et surtout, en fait, c'est ce 11e podcast, mais tu es le premier intervenant et je suis très content. En tout cas, je suis satisfait des informations que tu as pu partager avec moi et avec nous. Est-ce que tu as un dernier mot pour finir? Euh, j'ai beaucoup de choses à dire, c'est le problème. Ah, prends ton temps, t'inquiète pas. Mais si j'ai un Pour, mot à pour une fois, dire, pour une fois que c'est moi qui écoute et que c'est pas moi qui parle. sachant on a parlé 2 heures avant sur un autre Bah oui, sujet. bah oui. C'est un sujet qui n'a rien à voir avec ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est un plaisir. Non, en fait, mon mot à dire, c'est selon l'audience des gens qui vont regarder, mais je vais m'adresser aux gens qui veulent vraiment aller dans ce domaine. Donc, enfin, j'ai choisi mon audience du coup. Et du coup, voilà, ce que je pense, c'est que c'est un métier d'avenir. Non, c'est un métier du présent déjà, et qui a encore des années à venir, et va encore se développer. Et franchement, c'est pas, genre, on n'est pas encore arrivé à cette maturité pour dire que c'est fini. Les gens ont déjà, genre, c'est trop tard, il faut voir autre chose. Non, il y a encore des choses à faire. C'est pas encore aussi mature que ça doit l'être. Donc, genre, franchement, il faut foncer si on est intéressé. Et moi, genre, me concernant, je suis vraiment quand je me suis orienté la première fois, je me suis dit, je vais faire un métier où il n'y a pas de routine. La première chose que j'ai dit. C'était l'informatique, en général. Et après, j'ai trouvé que dans l'informatique, il peut y avoir une certaine routine sans offenser nos amis développeurs. Développeur. Je t'entends plus. Ça a coupé. Réactive ton micro. Ok, c'est bon, tu Voilà, c'est m'entends? bon. Vas-y. Ouais, du coup, sans offenser nos amis développeurs, parce que bon, j'ai pas non plus eu une expérience professionnelle en développement, mais J'inviterai un développeur et pendant on que je me... verra qu'est-ce qu'il va dire. Il sera tout aussi passionné que Ouais, toi. non, mais je vais dire juste un truc, genre, pendant que je m'orientais, parce que je peux pas parler, sachant que j'ai pas fait une expérience professionnelle en développement, direct. Mais pendant que je me développais, je trouvais il y avait une diversité qui est vraiment attirante quand on traite la donnée. Et c'est parce que vraiment la donnée est très différente et chaque fois les besoins sont très différents. Et je peux te dire que pendant mes deux expériences, j'ai jamais
j'ai jamais, non, pas jamais parce qu'il y a, bon, ce qui est très récurrent, c'est les collectes de données, mais les gros projets que j'ai faits, ça s'est jamais répété. Voilà. Donc, à Ouais. chaque fois, on a des nouveaux besoins, des nouveaux problèmes et des nouvelles solutions. Et ça change toujours. En tout cas, mon objectif, c'est de ramener des intervenants de secteurs différents qui se rapportent toujours à l'informatique et qui, je l'espère, et en tout cas, je ne doute pas qu'ils seront tout aussi passionnés que toi. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis très content de ton passage et c'était une belle expérience. En tout cas, un bon début. Et j'espère qu'aussi je t'ai laissé parler et que je n'ai pas que j'ai bien su animer. Surtout que ce n'est pas que le métier de journaliste. Là, je suis en train de découvrir que c'est un métier aussi difficile parce que l'animation de discussion, surtout quand on est bavard. euh, En tout cas, on arrive au terme de cet épisode et de ce podcast. Et à la prochaine.